Du coup, aujourd'hui, on va parler d'UI, donc User Interface, donc une interface utilisateur, comme disait Nico. Tout bêtement, c'est quoi une interface utilisateur? Enfin, c'est quoi ce concept? Ça va être de designer des produits simples à utiliser. Ça va être la partie qu'on va voir sur un site internet, que l'utilisateur va voir. On va faire en sorte que lui, le but c'est de faire en sorte que ce soit le plus intuitif possible pour notre utilisateur, pour pas qu'il perde de temps à essayer de chercher comment faire, comment s'y retrouver, comment se connecter ou quoi que ce soit sur notre app ou notre site web. Donc lui, ça va être tout ça, ça va être du design intelligent, si on peut dire. Et le but de lui aussi, c'est du coup de respecter tout ça et en même temps de pouvoir conserver l'image de notre marque, la charte graphique de notre marque, enfin son identité. Donc il y a plusieurs concepts dans l'UI et en fait quand on parle d'UI, on parle beaucoup d'UX en même temps. Donc je vais essayer de clarifier un peu ces deux termes et d'expliquer la différence entre les deux. L'UX, c'est l'expérience utilisateur. Donc en fait, l'UI et l'UX vont de pair parce que l'expérience utilisateur, donc c'est on va l'utiliser pour on va pas l'utiliser, mais ça va être la finalité de comprendre nos utilisateurs, comprendre comment ils fonctionnent, faire leur comportement, on va dire. Et l'UI, du coup, ça va être cette interface. Enfin, on va retranscrire l'UX via l'UI parce que ça va être ce qu'on va voir et donc ce que l'utilisateur va avoir sous les yeux. Donc pour ça, il va vraiment falloir observer les utilisateurs, faire des tests de comment ils se comportent avec notre site web ou notre application et pouvoir du coup fluidifier tout ce chemin qu'ils vont traverser pendant leur expérience sur notre site ou notre application. Donc ça, c'est ce que je vous disais, que c'est l'interface utilisateur, c'est vraiment ce qu'on voit et ce avec quoi l'utilisateur il interagit. Et en fait, quand on entend parler du UI ou même du X, on pense beaucoup à la tech, on pense beaucoup que c'est uniquement pour des sites internet, des applications, pour des logiciels ou quoi que ce soit. Mais en fait, on peut en parler pour tous nos objets du quotidien. Donc il y a quelques exemples ici. Une machine à café va être... on peut parler d'UI pour une machine à café qui va nous faire en sorte que on passe pas trop de temps à savoir si on fait un ou deux cafés. Une manette de jeu vidéo, par exemple, aussi. Une voiture, toutes les options qu'il va y avoir sur une voiture. Tout ça, c'est fait pour que ça puisse être intuitif pour nous en tant qu'utilisateur et qu'on n'ait pas à lire des notices pendant 10 ans. Donc, on peut en parler pour tout ce qui nous entoure, mais il y a une partie vraiment, ce qu'on appelle Human Computer Interaction Design, qui va être beaucoup plus, qui va être dédié, qui est vraiment dédié à sur un ordinateur, sur une machine. Où là, on va vraiment pouvoir en parler pour spécialement les sites internet, les applications web, etc. Donc, c'est une sous-partie en fait de lui, on va dire. Mais on peut vraiment en parler pour tout. Pardon. Donc ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Lui, c'est la partie visible de l'UX, du coup. Et pour tous ces concepts-là, on va utiliser plusieurs outils, plusieurs manières de faire. Et dans ces outils-là, on va créer un user flow. Donc, un user flow, ça va être le chemin qu'on veut que notre utilisateur utilise quand il va naviguer dans notre site web. On va partir avec l'exemple d'un site web. Donc ça, c'est la première étape à mettre en place. C'est vraiment, quand il va cliquer sur ce bouton-là, il va arriver sur telle page. S'il n'est pas connecté, on va le diriger vers la page de connexion. S'il est déjà connecté, on va le diriger vers une autre page. Quand il va vouloir sélectionner quelque chose, il va avoir ce bouton-là. On va sélectionner quelque chose, ensuite ça va le renvoyer sur une autre page. En fait, ça va vraiment être tout le chemin, tout le flow. Ensuite, on va avoir les wireframes. Ça, c'est ce qui va nous servir à plutôt disposer nos composants sur une page. Donc les composants, on en parlera tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est comment on va afficher nos différents éléments sur notre page, sur chaque page.
Et ensuite, on va faire des prototypes et des mock-ups. Là, c'est encore plus poussé. C'est vraiment le but, c'est que ce soit vraiment que ça ressemble vraiment à notre app finale. Et ça, on va vraiment s'en servir. Enfin, on va plus s'en servir pour la tester auprès des utilisateurs bêta. On va leur mettre dans les mains, par exemple, un prototype d'une application, et on va voir si est-ce qu'ils mettent beaucoup de temps à chercher telle ou telle chose sur tel ou tel bouton, comment se connecter, s'ils mettent plus de 30 secondes à trouver le bouton pour se connecter ou pas, si c'est assez intuitif. C'est comme ça qu'on va faire des tests. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Il y a une petite question dans le chat. Oui. On demande si le wireframe, c'est une maquette, comme pour une mise en page. Alors, oui, c'est une maquette. Enfin, ça va être une maquette, ça va être un schéma, en fait. Comme pour une mise en page, oui, ça dépend ce qu'on entend par mise en page, mais ouais, ça va être encore. Enfin, ça va être. En fait, c'est par étapes. Ça va être de plus en plus concret, mais le wireframe va être un peu moins concret qu'un vrai prototype. Mais c'est au moins comment on dispose nos éléments et on fait ça. D'ailleurs, vous le voyez ici sur l'exemple en gris avec des tons de gris parce que c'est une étape où on s'amuse pas encore à mettre de la couleur ou quoi que ce soit. D'autres questions, peut-être? Non. Cool. Donc, pour créer ces pages, justement, c'est tout ça, on utilise ce qu'on appelle l'atomic design. Donc, en fait, ça va être le fait de diviser notre page en différents composants. Donc, c'est ça quand je vous parlais de composants tout à l'heure. Et des composants, c'est quoi? Un composant, ça peut être un formulaire, un bouton, une carte, ça peut être, on voit ici des icônes. En fait, ça va être vraiment tous les petits éléments qui vont être sur notre page. Par exemple, on va aller voir un site. J'aime bien le site de alan.com. Là, par exemple, on voit que sur cette page-là, on a un bouton, c'est un composant. Ici, on a une carte avec un peu plus d'informations. On a un autre bouton dedans qui est un autre composant, etc. Donc, c'est ça, en fait. C'est vraiment tous les petits bouts qui vont être sur notre page, tous les petits bouts design qui vont être sur notre page. Donc, maintenant, en pratique. Comment on fait un design? Il va y avoir plusieurs étapes, on va les voir du coup ensemble aujourd'hui. En 1, il va y avoir l'inspiration. Il va falloir trouver de l'inspiration, à moins que vous ayez déjà tout en tête, c'est très bien, mais sinon, aujourd'hui, on peut vraiment créer des designs très cool sans être vraiment très inspiré par nous-mêmes, en tout cas, ou très créatif, parce qu'il y a beaucoup de sources d'inspiration. Il va nous falloir des couleurs, il va nous falloir des fontes, donc des polices, pour faire notre identité, en fait, notre charte graphique. Il va nous falloir des images, des icônes et d'autres choses. Donc, oui. Je t'interromps 2 secondes. On nous demande si les diapos seront disponibles après la présentation. Alors, il y aura le Figma de dispo. Je ne sais pas si Nico est toujours là pour répondre. Je ne sais plus si on envoie les slides ou pas. Sinon, il y aura la vidéo de toute façon. Ouais, moi, pour info, en fait, il y aura un replay disponible. Okay. Donc, très bien. Donc, vous aurez les slides. Donc, pour la première partie, donc, pour l'inspiration, en fait, on peut s'inspirer. Il y a beaucoup de sites, et je vais vous en montrer pour trouver de l'inspiration, mais on peut aussi tout simplement trouver un site qu'on connaît ou une application qu'on trouve très cool et on peut s'en inspirer. Le but étant de s'en inspirer, pas de le copier. On peut avoir tendance à le faire en fait, et quand on commence surtout, mais ça peut. Enfin, voilà, il faut conserver une identité à nous, une identité propre, pardon, et juste s'inspirer et ne pas copier, c'est super important. Parce que vous vous doutez bien que si vous avez un site, vous ne voulez pas que quelqu'un le copie, ça, c'est pareil. Donc, parmi les sites pour s'inspirer, je vais vous en montrer quelques-uns. Il y a Dribbble, qui est plutôt très très cool. Hop. Donc, sur Dribbble, on va pouvoir trouver un peu de tout en inspiration, c'est-à-dire qu'on va pouvoir trouver
ça va être de l'inspiration soit de composants, soit de sites entièrement, soit d'applications. Ça va être très diversifié, il y a un peu de tout. Et c'est une grosse base de données d'inspiration qui est vraiment chouette. Et en plus, c'est des choses qui sont vraiment à la page et qui sont vraiment dans l'air du temps. Ensuite, on va avoir, si je retourne ici, on va avoir Awards, qui va vraiment, là pour le coup, pas nous donner de l'inspiration de composants, mais directement de sites. Hop, je vous montre rapidement. Hop. Du coup, ici, on a des inspirations, mais c'est plus complet. C'est pas juste des composants, c'est vraiment tout un site. Et on va avoir plusieurs pages à chaque fois. Tout ça. On va avoir d'autres choses. Ici, ça va être plus pour des composants que des composants. Par exemple, UI Movement, que je vous montre aussi rapidement. Ça, par exemple. Et en fait, là, on voit que sur le côté, les filtres, c'est pour filtrer par composant. Donc, par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Un formulaire, c'est un composant. Et là, on a plusieurs designs qui sont proposés. Et donc on peut rechercher comme ça, c'est assez pratique. Donc, nous, si aujourd'hui, on va faire une charte graphique et on va essayer de designer des composants. Pour ça, on va en choisir un et on va, pour le coup, un peu le copier pour que je vous montre comment on fait. Je vais choisir, j'avais vu un design assez cool, on va le prendre et puis on va le mettre de côté. Celui-ci. Donc là, par exemple, comme inspiration, c'est une appli web et on va pouvoir se concentrer sur certains composants, par exemple cette carte ici, ce bouton, des catégories ici, des petits avatars. On va voir. Du coup, je vais faire une capture d'écran et je vais le mettre ici et on en reparlera tout à l'heure. Donc, comment s'inspirer? Donc, il faut garder une certaine cohérence. Il faut que nos sources d'inspiration, ou ce qu'on choisit en tout cas dans nos inspirations, soient en cohérence avec notre domaine d'activité, forcément avec notre secteur, tout simplement avec nos ressentis, ce qu'on a envie de faire ressentir aussi à travers notre interface et aussi notre cible. Pourquoi notre cible? Parce que forcément, on ne va pas designer un site ou une application de la même manière si notre cible, c'est un enfant ou alors si c'est une personne âgée ou un adulte. Donc, il faut bien garder ça en tête. Ensuite, la deuxième étape pour notre identité visuelle, ça va être les couleurs. Donc, les couleurs, pareil, beaucoup de sites pour trouver des couleurs. On n'a pas forcément tout en tête. Et il y a énormément d'outils qui vous aident et qui sont très chouettes. Parmi ceux-là, un que j'aime bien, Color Hunt, qui vous propose des palettes directement créées, des couleurs qui vont bien ensemble. Donc vous pouvez en trouver ici. Il y en a pas mal. Ensuite, il y a je sais plus, je crois que c'est Duo Colors. C'est ça. Donc là, ça va être un générateur de couleurs. Et puis, en fait, c'est très bien fait. Alors, il faut aller sur cette page-là. Attends que ça charge. En fait, vous allez avoir, voilà, vous avez plusieurs couleurs. Vous avez juste à appuyer sur votre barre espace, ça change les couleurs. Si vous vous dites, bon, bah, tiens, celle-là, elle me plaît, c'est cool. Vous pouvez la conserver, la mettre de côté. Par exemple, celle-ci aussi, je la trouve bien. Et ensuite, vous continuez d'appuyer sur votre barre d'espace. Et les autres couleurs que vous n'avez pas bloquées changent jusqu'à ce que vous trouviez des couleurs qui s'assemblent bien. Donc cet outil-là est pas mal aussi. Après, il vous suffit de copier le nom de la couleur, donc en hexadécimal. Et voilà, le tour est joué. Sinon, j'ai Gigi ici présente qui a des questions, qui a présenté l'autre jour
site que je trouve très cool, que je ne connaissais pas, qui est Piculars. Et en fait, la subtilité de Piculars, c'est que vous allez rechercher des couleurs par mots-clés. Par exemple, si vous faites un site web ou une application qui va être autour de la nourriture, ça va vous proposer des couleurs qui sont qui vont avec ce thème-là et qui sont souvent utilisées dans ce thème-là. Donc par exemple pour la nourriture, pour des enfants, vous pouvez taper ce que vous voulez. Et ensuite vous pouvez pareil les épingler, copier la couleur. On a une petite question dans le chat qui nous demande combien de couleurs au maximum pour rester agréable visuellement quand on établit une charte graphique. Alors, justement, on va y venir. En général, on choisit 3 couleurs, dont une qui va être considérée comme du noir. En fait, pourquoi je dis considérée comme du noir? Parce que dans un site, c'est rare qu'on utilise, c'est rare. La plupart du temps, on utilise une couleur foncée, par exemple du bleu très foncé ou du violet très foncé, ou alors du gris même, à la place du noir, parce que c'est plus agréable pour l'utilisateur. Donc justement, on va choisir 3 couleurs et ensuite ce qu'on fait, c'est que on travaille avec, on prend notre couleur et ensuite on va prendre des teintes de notre couleur. Du coup, on reste dans 3 couleurs principales, mais avec différentes teintes. Et pourquoi des teintes différentes? Pour pouvoir hiérarchiser les informations en fait. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Je ne voudrais pas partir de la page. Je vais reprendre les couleurs qui sont dans notre inspiration ici. Par exemple, je vais prendre le violet, le vert et là, je crois que les titres, c'est en bleu très foncé. Donc, on va prendre ces couleurs-là et on va faire notre palette de couleurs. Ça va être notre première étape sur Figma. Pour prendre les couleurs, alors, j'utilise, c'est une extension Chrome qui est très utile, ColorZilla. Donc, c'est une pipette qui est ici. Vous la prenez et ensuite vous la mettez sur l'élément, sur la couleur qui vous intéresse. Vous cliquez juste, ça vous copie la couleur. Ça, c'est très cool. Donc, ce que je vais faire, c'est que ici, j'ai fait un petit carré. Je vais lui donner ma couleur et en dessous, je vais donner le nom de ma couleur. Comme ça, je les aurai avec moi pour ma charte graphique tout le temps. Donc, là, notre violet. OK. Et si j'arrive à accéder au titre, voilà, très bien, j'y étais. Hop. Et là, je lui donne le nom de ma couleur. Pourquoi? Parce que ça va être assez pratique pour le réutiliser après. Parce que peu importe pourquoi on design, mais on a toujours besoin du nom des couleurs pour les réutiliser et au moins pour s'y retrouver. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre des différentes teintes de cette même couleur. Pour ça, j'ai une extension, un plugin sur Figma. Donc, je vais faire un clic droit et le chercher ici, qui s'appelle Color Designer. Hop. Et en fait, ça m'a pris ma couleur. Non, ça m'a pris ma couleur. Et je vais voir de combien de teintes j'ai besoin. Moi, j'aimerais en avoir 5 en tout. J'en ai déjà une. Donc, 5. Donc, celle que j'ai déjà. Et 4 autres. Je ne sais pas pourquoi on ne peut pas importer les couleurs. Donc, on va les prendre à la main. On a beau essayer, ça ne fonctionne pas. Hop. Je vais les mettre ici et puis je vais refaire du coup la même chose. Ça va être un tout petit peu long, mais une fois que c'est fait, c'est beaucoup plus pratique. Si j'arrive à le prendre. Voilà. Donc je vais copier-coller ou pas. Il veut bien ou pas? Voilà. Il est derrière. Je vais copier mon élément ici. Je vais les mettre les uns après les autres et puis je vais changer les couleurs ensuite. Donc c'est cool, vous pouvez en prendre plusieurs, c'est cool. Moi en général j'en prends 5. C'est suffisant. Si vous avez besoin de plus de teintes, vous pouvez toujours en rajouter. Donc ce que je vais faire, c'est que toujours avec cet outil-là, je vais prendre ma couleur. Je vais la mettre ici. Et ensuite, je vais prendre le texte. Ouais. Le nom de la couleur et je vais le mettre en dessous. Donc, ensuite, c'est bon pour celle-là. J'ai la barre de... C'est très pratique. De zoom en haut, du coup, j'ai pu prendre mon truc.
Hop. Non, non. Je me perds. Hop, très bien. Donc pour la deuxième, la même chose. Je prends ma couleur, je vais la mettre dans mon carré et lui donner le nom. Est-ce qu'il y a des questions en attendant pendant que je fais ça? Non, pour l'instant, non. On nous redemandait le nom du plugin, donc j'ai mis dans le chat là, le Colorzilla. Ok, cool. Donc en effet, c'est une extension Chrome, donc vous pouvez le trouver assez facilement. On te demande comment tu prends la couleur. Alors, comment je la prends? Bah, justement, avec Colorzilla qui est ici, je clique dessus, je fais Pick Color from Page, je clique ici. Ensuite, je vais sur ma couleur et j'ai juste à cliquer une fois. C'est tout. Et ça me copie automatiquement la couleur, c'est écrit ici. Et ensuite, je vais la mettre, je double-clique sur mon carré pour aller lui donner la couleur et sur le nom pour lui donner son nom. Cool, donc là, on a notre première palette. Et j'aimerais prendre tous ces éléments-là. Je vais dire. Hop. Ah oui, bah non. C'est bête ce que je viens de faire. Hop. Ok, donc je vais refaire une autre ligne en dessous pour pouvoir encore une fois le faire mais avec une autre couleur. Donc on a dit qu'on prendrait le vert. Je vais essayer de bien les aligner. Ok, donc maintenant on aimerait prendre le vert qui est ici par exemple. De même, je reprends ma couleur. Je cherche la couleur. Ouais, cool. Là je l'ai et je vais aller la mettre sur mon carré. Non. Ok, et là du coup je refais la même chose sur mon Figma. Je fais un clic droit Color Designer avec ma couleur. J'ai bien ma couleur, je la veux en 5 teintes et je refais la même chose. Ça peut être très subtil des fois les différentes teintes. Par exemple ici on peut trouver que ça se ressemble pas mal, mais finalement sur un design ça fait une différence et c'est super important de pouvoir hiérarchiser les informations et c'est comme ça qu'on arrive à le faire parce que voilà, par exemple on va mettre plus d'accent sur si on a un site de e-commerce, on va vouloir mettre plus d'accent sur acheter, payer, regarder votre commande que annuler votre commande. Enfin, on va vouloir justement mettre moins en avant, annuler votre commande, sortir du site ou je ne sais quoi. Donc en fait, la hiérarchisation des informations, elle se fait comme ça, elle se fait aussi avec la typo qu'on verra après et c'est super important et ça doit être cohérent avec notre business plan. Mais bon, tout ça, c'est des étapes qu'on voit un peu plus tard dans la création de notre site aussi. Donc, je suis désolée pour ce moment un peu long. Mais il faut le faire. Ok, et donc, comme je vous disais, on va aussi prendre, et après je vous promets c'est fini pour ça, on va aussi prendre la couleur foncée, donc je ne sais pas si c'est un noir ou un bleu. Est-ce que j'arrive à la voir? En fait, vous voyez dans le carré ici, on cherche notre couleur. Et vu que c'est très subtil, ouais, c'est un bleu foncé. Cool. Sauf que je l'ai copié avant de... Ouais, je vais l'écrire là.
Hop. Vous allez peut-être avoir des questions sur Figma, ceux qui ne connaissent pas. Figma, c'est un outil qui est gratuit. Je crois qu'il y a des plans payants, mais c'est pas super utile. Le plan gratuit suffit. Vous pouvez faire un tas de choses avec Figma et vous pouvez aussi travailler à plusieurs dessus. Et puis, je sais pas, comme vous voyez, vous n'avez pas à le télécharger. En fait, vous pouvez le faire en ligne directement. Vous créez un compte. Donc, de même, je vais prendre mes différentes teintes. J'en veux pas 15, j'en veux 5. 5, ça va pas suffire, je pense, pour ces couleurs-là, parce que ouais, on va avoir besoin d'un peu plus de teinte pour le noir, parce que c'est plus utile. On nous demande si Figma fonctionne comme Wix. Alors, non. Enfin, je sais, j'ai jamais trop utilisé Wix, mais Wix, c'est pour faire un site en entier, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Peut-être un peu plus que moi, je dis. Ouais, je pense que en fait, Wix, ça va être vraiment pour mettre en ligne un site, le développer en fait finalement, et Figma, ça va être vraiment pour du design et du prototypage. Et on pourra pas mettre en ligne notre prototype. Ouais, non. Par contre, c'est vraiment pour faire. C'est de la conception, ouais. Ouais, c'est de la conception. Après, par contre, ce qui est très bien avec Figma, c'est que si ensuite, une fois que vous avez vos composants, vos couleurs, tout ça, vous avez une partie qui est cachée ici, code, et vous pouvez récupérer en fait votre code CSS, donc tout ce qui est relatif au style, et vous pouvez l'importer. Donc ça, c'est plutôt utile. Ça vous évite d'avoir à le réécrire. Et du coup, dans le chat, on nous disait Figma équivaut à la suite Adobe. En fait, c'est un peu ça, ouais. Puisque Adobe a aussi un logiciel qui s'appelle Adobe XD qui fait grosso modo la même chose. Et il y en a d'autres. Il y a Sketch, il y a InVision aussi. Il y en a quelques autres. Et c'est pareil, tout à l'heure, je parlais de mock-up. Il y a aussi d'autres sites plus dédiés à des mock-up ou à du prototypage. Il y a vraiment de tout. Nous, on vous montre Figma, on utilise Figma parce que déjà, on peut l'utiliser en ligne, on peut l'utiliser avec plusieurs personnes à la fois. Et au wagon, on se sert de Figma. Voilà. Donc, les couleurs sont prêtes. J'ai peur de perdre un peu de temps, mais on peut... en fait, une fois qu'on a nos couleurs, pour faire les choses bien, on leur donne un... En fait, ici, dans les 4 petits points à côté de fil, on crée, mais en fait, on ajoute cette couleur par défaut dans notre palette de couleurs proposée par Figma. Comme ça, on peut la réutiliser plus facilement après. Donc, je vais l'appeler Primary. Je vais peut-être pas toutes les faire parce que ça risque d'être long, mais en fait, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, vous pouvez l'appeler violet, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, hein, mais on l'utilise comme ça. J'ai mis Primary parce que en design, c'est souvent ce qu'on utilise pour la couleur principale. Celle-ci, on pourrait l'appeler accent pour accentuer des choses, et ça, on l'appelle du coup black. Et ensuite, pour les autres, vous allez me dire, bah oui, mais on fait comment pour appeler les autres alors que on n'a que Primary, Accent et Black. En fait, tout bêtement, je vous en montre une. Hop, c'est pas du tout ce que je voulais faire, ça. Voilà, merci. Hop, hop. Ici, on va pouvoir mettre Primary 800. Et ensuite, par exemple, 600, 400, 200. Et en fait, c'est un peu comme ça qu'on s'y retrouve. C'est des conventions. Il y en a d'autres, il y en a plein. Mais c'est une manière de s'organiser. Donc je pourrais le faire pour toutes, mais ça risque d'être un peu long. Je verrai après si j'ai le temps. Je vais revenir sur les slides pour voir où on en est. On a une petite question. Oui. On nous demande si c'est possible de télécharger la maquette Figma pour essayer en même temps.
Euh, du coup, moi, je conseillerais peut-être plus enfin, si la personne veut tester, d'aller sur Figma, mais peut-être de te laisser solo sur ce document-là pour pas que Ouais, ça surcharge pour l'instant. ouais, Mais ouais. on Mais vous filera le lien de toute façon à la fin. vous pouvez aller sur Figma. Je crois qu'il faut se créer un compte, mais ce sera rapide. Et Mm. dans tous les cas, oui, on vous donne le lien à la fin. Mais en fait, si je vous le donne maintenant, vous allez être dessus en même temps que moi. Donc, si vous essayez des choses en même temps que moi, je risque de m'y perdre un peu. Donc, voilà comment on utilise les couleurs. On choisit en général 3 couleurs, dont une couleur qui va servir de noir. Et ensuite, on prend des teintes de cette même couleur. Ensuite, pour les fontes, on va pouvoir... les fontes, du coup, c'est les polices. Il va falloir trouver des polices pour notre charte graphique. En général, on en utilise 2, je dirais. Il va y avoir différentes polices. Enfin, il faut les définir aussi, comme on a fait pour les couleurs, et il faut en définir plusieurs. Parce que, en fait, en développement, par exemple, enfin, pas par exemple, mais en développement, dans une page, on utilise ce qu'on appelle des headers. Donc, des headers, c'est des titres. Et en fait, en développement, il y a des titres qui vont de H1, donc header 1 pour le plus gros, jusqu'à H6 pour le plus petit. Et en fait, on définit tout ça, le H1, H2, H3, H4, etc. Et ensuite, on peut les réutiliser. Donc, c'est tout bêtement, par exemple, sur n'importe quelle page, ici, il va y avoir un titre écrit en gros, pardon, ici, un sous-titre, ici, le texte pour un bouton, et tout ça, il faut le définir. Donc, on va en faire plusieurs aussi. Alors, à commencer par, du coup, le H1, qui est le plus important. C'est écrit en très petit. Le H1, par défaut, sur un navigateur, à moins qu'on change la configuration, il est en 96 pixels. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Et nous, on va choisir une police. Alors, comment on fait pour choisir des polices? C'est rare qu'on en connaisse. Non, c'est Google Font qui va nous aider à choisir des polices. En fait, c'est Google Font, c'est, comment appeler ça, une bibliothèque de police. Et donc, on va pouvoir choisir celle qu'on veut. On va avoir le choix entre plein de polices différentes qu'on va pouvoir importer, exporter. Et on peut, voilà, il y a des filtres. On peut choisir par différents types, par propriété, des choses comme ça. Alors, juste pour information, il me semble que toutes les polices de Google Font sont par défaut dans Figma. Donc, vous pouvez les utiliser ici. Ensuite, est-ce qu'on a d'autres on a d'autres sites où on peut trouver des fonts. Il y a des sites où il y en a des plus originales que d'autres. Il y a aussi des sites où c'est payant. Parce que une fois que... Enfin, ça arrive souvent qu'on ait à acheter notre fonte pour l'intégrer dans notre site ou dans notre application. Et pour en avoir une unique aussi. Et ensuite, pour tout ça, on va devoir ajuster l'espacement des lettres, la hauteur des lignes, le caractère de est-ce qu'on veut que notre police elle soit en grasse ou en fine. Donc voilà, il va falloir ajuster tout ça. Et ça fait partie de notre charte graphique aussi, c'est un élément super important. Donc moi, une que j'aime bien, je vais vous la montrer ici, c'est celle-ci. Donc on va l'utiliser pour le H1. Je la recherche ici, il me semble qu'elle y est. Ouais, elle y est. Donc ça en 96. Ensuite, on va pouvoir faire, on va peut-être pas tous les faire, mais un H2. Le H2, il est par défaut en 60 pixels. Et on va garder le même style. Hop. Et voilà, normalement, c'est cool de faire tous les H1, H2, H3, H4, H5 et H6. Nous, on va surtout faire les petits parce que on voit qu'ensuite, si on dessine nos composants qui sont ici, c'est une application sur téléphone portable. Donc, forcément, les
la police est plus petite. Donc, je vais faire par exemple un H5. J'ai oublié un A. Et donc, le H5, il est en 24 pixels. Ça, je ne l'invente pas et je ne le connais pas par cœur non plus. Vous pouvez très bien trouver sur Internet ou n'importe où les tailles par défaut. Vous pouvez aussi décider que le H5 sera une autre taille, plus grand, plus petit. C'est à vous de voir. Mais par défaut, c'est pour un H5, c'est 24. Pour un H2, c'est 60, etc. Donc, je vais utiliser celle-ci et je vais en faire un H6 aussi, qui va être encore plus petit. Du coup, c'est le dernier, le plus petit. Et qui est en 20. Il va proposer. Voilà. Et donc, ces polices-là, là, elles sont en noir par défaut. Et moi, ce que je vais vouloir faire, c'est les mettre avec mon noir, donc ce bleu très foncé. Donc, je vais pouvoir chercher ma couleur. Et vous voyez, là, c'est là que c'est pratique de configurer ces couleurs, c'est parce que je peux aller les chercher ici directement. Ensuite, ça ne suffit pas comme typo. Il faut en faire d'autres. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Il va falloir faire ce qu'on appelle le body. Donc, le body, ça va être les paragraphes, ça va être les blocs de texte. Donc, pour le body, pour se donner un exemple, c'est pareil, j'ai un plugin sur Figma qui va me donner du lorem ipsum. Lorem ipsum, pour ceux qui ne savent pas, c'est du faux texte. Je ne sais pas trop comment l'expliquer plus clairement. C'est du faux texte qu'on utilise pour faire des tests, voir comment ça rend notre police, etc. Donc il va très loin d'ailleurs. Une petite question par rapport à tes titres. Le fait que tu précises H1, H2, etc., on nous dit, on est d'accord que c'est pour ne pas oublier les balises dans le futur. Alors, ouais, en effet, ça peut être utile pour ne pas oublier les balises. C'est aussi là, moi, pour me dire, bon, bah, tiens, cette police-là, elle va me servir comme titre. Par exemple, de même, tout à l'heure, je configurais les couleurs. Ici, je peux faire la même chose avec les textes en appuyant sur les 4 petits points et en ajoutant ma police et dire ça, c'est mon H5. Avec une majuscule, ça veut dire. Et ensuite, aller le réutiliser quand je crée mes composants. Donc, c'est pareil, c'est de la config. En effet, ça aide à ne pas oublier les balises, mais c'est aussi une manière de se rappeler pourquoi ce titre, enfin, pourquoi cette police, enfin, à quoi elle va servir cette police-là, dans quel moment je vais pouvoir l'utiliser. Ça pourra servir au dev ensuite aussi qui directement, en accédant au fichier, aura une vision de comment il doit encoder les différents niveaux de titre. Ouais, c'est ça. Donc là, j'ai rajouté du lorem pour faire du faux texte et voir à quoi mon body peut ressembler. Donc par défaut, pareil, les paragraphes, de manière générale, on les met en 16 pixels. Il ne faut pas qu'il y ait, là je pense qu'on pourrait le raccourcir encore un peu, s'il y a trop de texte, les gens ne le lisent pas. Du coup, il faut que ce soit d'une, lisible, et de deux, il faut que, voilà, sur un site, il faut raccourcir. Des fois, ça arrive que pour que ce soit assez intuitif, intuitif ou pas trop pénible pour l'utilisateur, il faut des fois raccourcir les textes, mais en tout cas, il faut faire en sorte que ce ne soit pas des énormes pavés sur des longues lignes. Faut vraiment penser à est-ce que notre utilisateur va le lire agréablement ou pas, et si c'est un non, eh ben, il ne le lira sûrement pas. Donc, il faut penser à tout ça. Donc, en général, pour le body, donc pour les paragraphes, on espace un peu notre... je mets 150. Nos lignes pour que ça ne fasse pas un gros pavé. Et de même, je peux le mettre en noir. Hop. Ensuite, on va avoir 2 ou 3 autres typos importantes que je vais vous montrer. On va avoir celle pour un bouton.
Donc, il y a très souvent, de manière générale, du texte dans les boutons. Et pareil, il faut que ce soit une typo assez pratique à lire. En général, les lettres sont, je vais le mettre ici directement, les lettres sont plus espacées. C'est écrit, ça peut être écrit en gras, tout dépend du bouton. Là, par exemple, si on regarde, on va reprendre ça un peu pour voir. On a une petite question en même temps sur Oui. la lisibilité entre sérif et sans sérif. Du coup, on nous demande est-ce qu'il faut uniquement utiliser des polices sans sérif pour la lisibilité, pour une meilleure lisibilité? Alors, pour une meilleure lisibilité, pas spécialement. Enfin, ça dépend en fait, mais de toute façon, ce qui va faire de la lisibilité, c'est surtout si c'est gras ou pas, enfin si le texte est en gras ou pas, et la taille du texte, et la manière dont il ressort par rapport à l'élément qui est en fond, enfin la couleur qui est en fond. Après, vous pouvez utiliser les polices que vous voulez. Certaines sont plus dans l'air du temps pour le design que d'autres. À vous de voir. Mais oui, vas-y. Pour compléter, ouais, je dirais que c'est quand même mieux pour en tout cas tout ce qui est éléments d'action, style bouton, des filtres, des choses comme ça, d'utiliser des polices sans sérif. Parce que c'est des éléments où en fait tout bêtement on ne doit pas avoir de doute ou de questions à se poser et ça peut légèrement perturber d'avoir des empattements. Mais après, pour tout ce qui est titre ou caractère de texte courant, on peut utiliser du sérif. Ça, en fait, c'est une question d'identité graphique après, tout simplement. Du coup, là, je suis en train de faire la typo pour le bouton. Je l'ai mis en 14 pixels. Et j'ai espacé un peu les lettres. Parce que pour un bouton, ça fait plus lisible, c'est plus marquant. On peut aussi vouloir le mettre en bold. Ça dépendra du bouton. D'ailleurs, je reviens sur la police du body. Quand je vous disais tout à l'heure qu'on peut utiliser 2 polices différentes en général pour un site. Là, par exemple, j'ai utilisé la Ibu. Pour celle-ci, je pourrais en utiliser une autre. Celle-ci, par exemple. Il faut que après, tout dépend. Je pense qu'il y a plein d'avis différents là-dessus, mais peut-être éviter d'utiliser 2 polices très 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 différentes, ou alors à moins que pour les titres ce soit une police super originale, et donc là ça fait vraiment ça ressort beaucoup, mais ça arrive qu'il y ait des sites ou des applications où vraiment la police du titre est super originale, et après quelque chose de plus simple, mais si vous voulez rester dans le simple, il faut une ou deux polices différentes et qui se ressemblent un tout petit peu. C'est rare qu'on mette une police sérif et sans sérif. C'est moins, comment dire, c'est moins harmonieux. Donc pour le bouton, on a ça, et ensuite on va faire 2 autres choses. On va faire au moins une autre chose. On va faire une caption. Ça va être, on va se servir de ça pour, ça peut être un overline aussi. Ces 2 polices, ça va être vraiment les plus petites, enfin deux textes qui vont être les plus petits, et qu'on va utiliser pour mettre par exemple en dessous une image ou pour introduire un titre. Mais ça va vraiment être des petits éléments. Par exemple, alors, je vais vous montrer un exemple sur le design. Hop. Ici, par exemple, le nom de la personne sous l'avatar, ça va être une police très petite qui est sous l'image, donc on peut appeler ça un overline ou une caption. Il y en a d'autres ici. Voilà, ça peut être du body. Donc, hop. Je vous balade sur ma page. Donc, ça, c'est une police qui va être en 10 ou 12 pixels, qu'on peut même mettre. Après, encore une fois, ça dépend de la couleur qui va être en fond, mais on peut le mettre en plus clair. Hop, je vais aller définir une couleur, mon plus clair.
100. Et puis, du coup, je vais pouvoir l'utiliser ici. Donc, oui. Peut-être que tu pourras montrer après l'avantage des styles, que si on modifie une couleur, ça a des répercussions partout après, ou peut-être après quand tu designeras tes composants, mais tu vois, le fait de bien préparer tes styles pour que si tu as des modifications, ça modifie toutes les couleurs, etc. partout sur le document. Ouais. En effet, c'est ça qui est utile et c'est ça qui va être utile aussi par la suite avec les composants, c'est que si cette couleur-là finalement ne me plaît pas ou je ne la trouve pas assez foncée, si je l'ai configurée dans mes couleurs, en fait, si je la modifie à un endroit, elle se modifiera partout. Et en fait, c'est pour ça que prendre le temps de faire cette charte graphique et de faire les configurations sur Figma, après, en fait, ça prend du temps, mais après, ça fait gagner du temps. Ça pourrait être contre-productif de ne pas le faire. Je vous ai montré comment le faire. Je pourrais le faire pour toutes, mais j'ai peur que ce soit un peu long avec le temps qu'on a aujourd'hui. Mais en effet, c'est vraiment un gain de temps de définir tout ça sur Figma ou en tout cas sur votre outil, sur l'outil sur lequel vous travaillez. Donc là, on a notre texte caption qui est vraiment plus petit, en très clair. On verra si on a modifié la couleur pour plus tard. Je vais retourner sur les slides pour voir où on en est. Ensuite, les images. Alors, on va commencer à parler de composants. On va commencer à faire des composants et puis on pourra introduire les images comme ça. Donc, en fait, dans vos designs, souvent on ajoute des images sur un site, sur une page. Pour les images, soit vous en avez prises, soit vous en avez, soit vous pouvez en prendre en fait sur ce qu'on appelle des bibliothèques d'images gratuites et libres de droit. Donc, ça peut toujours, c'est très utile et on s'en sert beaucoup, même si c'est pas forcément l'image qu'on utilisera à la toute fin dans notre dernier design, ça nous permet au moins de voir ce que ça rend sur un composant. Donc, parmi ces bibliothèques d'images, on a Unsplash qui est très cool, qui nous donne accès à plein de très belles photos et que vous pouvez utiliser totalement légalement. Ensuite, on en a d'autres. On a d'autres. On a Flickr qui nous donne aussi accès à des images. Je pense que la différence, c'est les filtres de recherche d'images, des choses comme ça. Et ensuite, on va voir comment les utiliser. Donc là, par exemple, si on dessine un premier composant, donc vu qu'on parlait d'images, on va pouvoir essayer de faire justement cet avatar avec le nom en dessous. Donc pour ça, c'est un rond. Donc on va partir sur une forme carrée. Hop, je vais pouvoir choisir ici la hauteur et la largeur. Donc c'est un carré, donc on va mettre les mêmes. Et ici, comment j'ai envie d'arrondir les bords, de combien de pixels. Et du coup, je vais choisir 50 pour que ce soit totalement rond, qu'on part d'un carré. Ensuite, si je veux ajouter une photo à l'intérieur, j'ai aussi une extension sur Figma, une extension justement Unsplash, donc de ce site, pour pouvoir importer des images. Donc je fais un clic droit, plugin, Unsplash. Et par exemple, j'aimerais un portrait. Bon, ce ne sera pas la même chose, c'était des icônes sur l'inspiration. Comment choisir une de couleur, ce serait cool? Non, apparemment ça va être en noir et blanc. Ah non, voilà. Donc ici on a notre rond avec la photo et ensuite en dessous on aimerait mettre le nom de la personne, de l'utilisateur. Du coup là pour le coup on va pouvoir utiliser cette typo ici que d'ailleurs je n'ai pas défini, donc je vais pouvoir le faire. Et je vais pouvoir le faire pour les autres aussi rapidement. Hop. Voilà.
Donc, là, comment ça se passe? Une fois que j'ai utilisé mes polices, ici, je vais pouvoir écrire... il y a plusieurs manières de s'en servir, mais je vais pouvoir, par exemple, écrire John, on va dire. C'est ce qu'il écrit à côté. Hop, centrer mon texte, et ensuite, je vais pouvoir utiliser... la police que je veux, si je veux que ce soit un titre, si je veux que ce soit un plus petit texte ou autre. Et pour le coup, j'aimerais du coup que cette police, que ce texte soit en plus clair. Donc là, ça se voit pas beaucoup sur le blanc. En l'occurrence ici, c'est peut-être un gris un peu plus foncé et c'est aussi sur un fond plus violet clair, un peu comme ça par exemple. Donc ici, j'ai mon premier élément. Ce qui est très cool avec Figma, sûrement avec beaucoup d'autres outils aussi, c'est que quand je déplace mon élément, ça me dit s'il est centré ou non, s'il est centré ou s'il est à gauche de l'image, à droite. Donc ça, c'est pratique. Et une fois que, là par exemple, on peut dire, ok, bon, bah, c'est cool, j'ai un composant. Ce que je fais, c'est que je vais sélectionner les éléments de mon composant et je clique ici et ça va créer vraiment un composant. Donc, je peux pouvoir l'appeler avatar, par exemple. Et ensuite, ce qui est cool, c'est que ici, je vais pouvoir venir le chercher et le réutiliser. Et là, je fais mes composants, mais si plus tard, j'ai envie de faire une page entière ou comme ça, justement, où là, bah, je mets mes avatars, ensuite, je mets l'heure, ensuite, mes petites catégories, mon bouton, tout ça, et bah, je peux juste aller chercher mon avatar et le poser ici. Si je le modifie, il se modifie partout. Donc, c'est ça qui est très cool et qui fait gagner du temps. Parce qu'il y a toujours des ajustements à faire au fur et à mesure, forcément. Ensuite, on va pouvoir designer, par exemple, ce qui va être un peu plus long, cette carte ici. Donc, on voit qu'il y a pas mal d'éléments dedans. Il y a différentes tailles de texte, différentes couleurs. On voit qu'elle est un peu mise en avant par une ombre et qu'il y a des icônes dedans. Donc, faisons ça. On va partir d'un rectangle. Hop. Je vais rajouter dans les effets ici, je vais pouvoir rajouter l'ombre. Je verrai si ça va. Je vais mettre le fond en blanc pour mieux me rendre compte. Voilà. Donc là, on voit qu'elle ressort un peu. Il va falloir que j'arrondisse les bords. Ici, ils sont arrondis. Ici, non. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, pour arrondir les bords, c'est ici. On va pouvoir, par exemple, tester 10 pixels. Ça me paraît pas trop mal. Donc, c'est pareil. L'ombre, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup pour mettre en avant des éléments. Ici, vous pouvez la configurer un peu comme vous voulez. On va essayer, voilà, je remonte pour qu'elle sorte un peu du cadre en haut. Sinon, vous ne la voyez pas. Donc, ensuite, on va utiliser différents typos pour mettre notre texte. Donc, ici, le running, ça peut être une caption aussi. Parce que, pourquoi? Parce que ça va introduire un titre qui est ce titre-là. Ici, ça ressemble plutôt à... Donc, c'est un titre. Donc, dans nos titres, c'est quoi nos petits titres? C'est le 5 et le H5 et le H6. Je pense qu'un H5 ferait l'affaire. Et déjà, on va commencer par mettre ça. Donc, hop, je recopie ce qui était écrit. Je vais utiliser... D'accord, c'est par défaut en caption. Et est-ce que c'est en gras? Non, c'est la police qui est un peu plus grosse. Il me paraît pas en gras. Ou alors un petit peu plus. Et en fait, je vais pouvoir le mettre ici, ma couleur. Donc la couleur, c'est bien celle-ci que j'ai définie. Donc très cool. Ça tombe bien. Hop. Et l'utiliser là. Donc, on a notre premier élément. Ensuite, on va pouvoir rajouter notre titre en dessous, le H5. Je suis en train de regarder. Là, il est en gras. Nous, on ne l'a pas mis. Si on voit que sur le design qu'on veut refaire, les titres sont en gras,
on peut directement aller le modifier du coup ici. Comment je fais? Je vais aller le modifier ici. Et je vais le mettre en bold. Donc, je vais dézoomer un peu pour pouvoir voir les deux en même temps. Il y a des questions, peut-être? Non, pour l'instant, non. Ok. Hop, alors, mon titre, c'est mis en dessous. Hop, je vais monter mon titre pour qu'il soit au-dessus. Alors, ça va être en plus petit. Et là, du coup, pour mon texte, je vais... Non, c'est pas ici que je vais choisir, c'est ici. Je vais choisir mon H5. Je crois que c'est encore un peu grand. Est-ce que le H6 ferait mieux l'affaire? Hop, je vais le définir en haut. Ah non, c'était fait. Autant pour moi. Hop. Alors. Je vais pouvoir agrandir cette section de texte pour que ça passe sur une ligne. Hop. Là, j'aimerais bien que ce soit aligné avec mon texte qui est au-dessus. Donc j'ai vu la petite ligne en orange. Cool. Je vais pouvoir lui mettre une couleur, donc mon bleu foncé, le noir. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mélanie, Donc là, oui. peut-être, vu que tu parlais d'alignement, tu peux peut-être Ouais. montrer la petite palette qui est en haut quand tu sélectionnes plusieurs éléments pour qu'ils s'alignent automatiquement quand... Ici? Ouais, exactement. Ouais. Alors, ça, c'est... Ouais, si vous sélectionnez plusieurs... Celui-là, par contre, non, je parie qu'il bouge. Si vous sélectionnez plusieurs éléments et que vous voulez qu'ils s'alignent d'une manière ou d'une autre, vous pouvez utiliser tous ces éléments qui sont ici. Par exemple, je ne sais pas si c'était bien aligné. Là, si je prends... ça peut être un bon exemple. Bah, on va recommencer ici. Hop. Si je prends ces deux éléments-là et que je veux qu'ils soient centrés, par exemple, je peux utiliser ça comme ça. Hop. Et là, du coup, je veux que ce soit sur la gauche. Donc, on peut l'utiliser comme ça, en effet. Et on a une autre petite question aussi. Oui. Alors, on nous dit, si tu prends le H6 et que tu le veux en vert, donc ça ne changera pas ton H6 de base, mais seulement ce texte-là. Et on nous dit, si ensuite tu veux changer toutes les couleurs du H6, comment tu fais? Si j'ai bien compris, en gros, ce qu'on nous dit, c'est qu'on veut utiliser un H6, mais l'appliquer ponctuellement à un style différent. Mais par contre, si on veut ensuite changer tous les H6, du coup, là, c'est ce que tu as mis dans tes styles. Donc là, ici, local style qu'il va falloir modifier. Si Ouais. je comprends bien la question, je pense que c'est ça. Ouais. Donc Et, en fait, on ouais. peut appliquer ponctuellement un style particulier sans overrider finalement le style Ouais. général qu'on avait défini, quoi. Il y a les configs de police, il y a les configs de couleur, mais après, on peut aussi faire de ce titre un composant et du coup, là, lui mettre une couleur et si on le modifie quelque part, ça le modifie partout. Enfin, si on le modifie une fois, ça le modifie partout. Donc, pour cette carte, je vais rajouter la ligne ici. Donc, je vais aller chercher de quoi faire une ligne et la mettre droite, si possible. Hop. Elle est en gris clair. Donc, je vais pouvoir la mettre en gris clair aussi. Ok, cool. Ensuite, je vois ici que je vais pouvoir même décaler encore un peu mon titre parce qu'on a une ligne qui est verte. Donc, je vais le décaler un tout petit peu pour avoir la place de mettre cette ligne. Et je vais la rajouter. Qui va... Oh, oula. N'hésite pas à faire n'importe quoi. Hop, je vais recommencer parce qu'on voit rien.
comme ça. Hop. Et donc ici, je vais pouvoir faire en sorte qu'elle soit plus ou moins épaisse. On voit sur notre inspi qu'elle est plus épaisse que celle qui est au-dessus, mais elle ne l'est pas trop non plus. On va la laisser comme ça, et puis je vais lui mettre du coup la couleur verte, la même que le titre au-dessus. Je vais même pouvoir l'agrandir un peu parce que... hop. Je vais agrandir ici. Trop juste, je ne sais pas si je peux ici. Non. Hop. Comme ça. Et donc en dessous, on a encore du texte. Ici, on pourrait mettre du body. J'espère que ce soit un peu gros. On va tester. Ou alors du caption. On va voir. Hop, je vais mettre les deux éléments côte à côte pour pouvoir réécrire la même chose. Donc vous voyez, au final, c'est très minutieux. Mais c'est des choses importantes à faire et qui facilitent vraiment la tâche ensuite. Hop. Alors, est-ce que mon body va être un peu grand quand même? Ok, c'est bon. Hop, je vais le mettre en dessous. Et encore une fois, je vais pouvoir sélectionner les deux éléments et les aligner. Ça a l'air d'être bon. Et ce sous-titre, on peut dire, ça va être une information moins importante, enfin qu'on veut moins mettre en avant, donc on va utiliser une autre couleur. Du clair par exemple. Tant que j'y pense, juste pour les typos, c'est pas la partie la plus simple à faire. Vous pouvez vous servir de ça, de matériel sur le site de Material Design. Alors, un instant, je vais vous montrer ça. Vous avez les types de typos qu'on peut utiliser. Donc, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, mais c'est par convention. Et vous avez du coup les titres, les sous-titres, le body, des boutons et caption et overline dont je vous parlais tout à l'heure. Vous pouvez choisir les couleurs qui sont encore une fois celles de Google Fonts. Les couleurs n'importe quoi, les fonts, pardon. Les fonts family. Et pareil, vous pouvez avoir le code qui va avec et vous en resservir. Et vous avez un peu d'explication sur comment ça marche, quel typo sert, pour quoi, où est-ce qu'on la met sur notre page. Donc toutes ces choses-là qui sont assez pratiques. Un petit complément, vu que tu es là-dessus, ce qui est important quand on définit les tailles de typo, c'est d'avoir une sorte de ratio en fait un peu. Par exemple, on va avoir 16 pixels pour le texte, comme tu disais. Ouais. Ensuite, on va passer peut-être à 24, 32, etc. En fait, on va essayer de garder un incrément commun pour tous les styles de typo, pour un peu homogénéiser visuellement l'ensemble des styles. Donc, je vais agrandir un peu ma carte parce que hop, ici, j'ai un icône à rajouter, les 3 petits points, et ça risque d'être juste. Je vais voir si j'y arrive, agrandir ça aussi. Hop. Et donc, pour les icônes, pareil, plein de manières différentes de faire, plein de sites où vous pouvez aller en chercher. Alors, et pour ici, on va utiliser un plugin qui est Material Design Icon. Des icônes, vous pouvez en trouver partout, de couleurs ou pas, d'ailleurs. On vous donne quelques inspirations ici. Il y a Nucleo App, il y a Flat Icon, il y a Font Awesome qui donne des icônes qui sont simples à télécharger en PNG, par exemple, ou en SVG. Celui-ci, par exemple, qui est beaucoup utilisé.
Voilà. Et ensuite, vous pouvez les télécharger ou alors vous pouvez même, il me semble sur ce site-là, c'est assez pratique. C'est pas très rapide par contre. Vous pouvez même prendre le bout de code qui va pour remettre l'icône sur votre site. Faudra juste sur votre app rajouter un petit lien. Bref, c'est un peu plus technique, mais en tout cas, vous pouvez utiliser des icônes comme ça, aller en chercher. Et il y a pas mal de ressources pour en trouver. Et oui, tant qu'on y est sur les slides, je vais vous montrer aussi, il y a Undraw. Alors ça, c'est des icônes plus des illustrations, je dirais. Et il n'y a pas beaucoup de sites qui nous donnent accès comme ça à des illustrations gratuites. C'est hyper cool, les illustrations sont top. Et personne ne comprend pourquoi cette personne ne fait pas payer, mais... Hop, donc c'est des illustrations comme ça. C'est un peu gros pour servir d'icône, je pense, mais en tout cas, c'est beaucoup utilisé sur les sites et les applications. Donc, libre à vous de pouvoir aussi en prendre ici. Et puis, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Donc, ça peut aller avec... en général, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les couleurs de notre charte graphique et puis on les met dessus. Donc ça, c'est top. Pour nous, ici, on va utiliser le plugin dont je vous parlais, Material Design Icon, et on va chercher Alors, on va chercher ça, les trois petits points là, les uns sur les autres, pour l'importer. Des questions, peut-être? Non, mais moi je voulais rebondir sur un truc. Quand on arrive sur l'utilisation des icônes, en fait, c'est hyper important d'avoir des icônes qui sont dans le même style graphique, parce qu'en fait, ça va apporter une homogénéité un peu invisible, mais qui va vraiment créer quelque chose dans l'ensemble de l'application. C'est-à-dire que par exemple, si on a des icônes arrondies, ça serait bizarre de temps en temps d'avoir des arrondis, pas arrondis, ou des icônes en plein, pas en plein, etc. Donc là, l'avantage d'utiliser un kit comme celui que tu as pris de Material Design, c'est qu'elles sont toutes designées en fait dans le même esprit. Donc automatiquement, on n'a pas trop à se poser de questions, ça va nous assurer une cohérence visuelle, quoi. Parce que ça peut vite créer des petites inconsistances en fait si on mixe un peu les styles. Oui, il faut bien garder en tête qu'il faut que ce soit harmonieux. Le design, c'est vraiment le mot-clé. Il faut vraiment que ce soit toujours harmonieux. Vous n'avez pas besoin d'être un pro du design pour le faire, mais c'est pour ça aussi qu'on passe par l'étape charte graphique. C'est parce que si on s'amusait à faire tout sur le tas, à rajouter des typos, des couleurs et plein de choses, et ben au bout d'un moment, on s'y perdrait et ce serait largement moins harmonieux. Donc c'est pour ça que cette étape est importante. Ouais. C'est tout l'avantage de fonctionner par composants et en méthode un peu atomique, quoi. C'est qu'on teste à petite échelle ce qui marche et puis on remonte petit à petit dans des plus gros composants et ça nous assure quelque chose d'homogène. Ouais, carrément. Du coup, pour ces icônes, ce qui est pratique avec les icônes, le plugin ici, c'est que je peux changer comme je veux la couleur. Donc là, je la change. Je change la couleur comme si c'était comme si je la changeais sur un texte. Donc j'ai mis en gris clair. Et donc on va aller chercher les trois autres icônes pour pouvoir faire la suite, la fin de notre carte. Donc il faut les trouver. C'est un petit peu long. Mince, je les ai même plus en tête. Alors, une horloge. Parce que dans la recherche, ça marche qu'à moitié en fait. Donc on va faire comme ça. Et c'est pareil, quand vous allez les chercher quand vous allez chercher des icônes sur des sites, en général, avant de les télécharger, vous pouvez, dans la plupart du temps, choisir la couleur, la taille, le format. Enfin, vous avez pas mal d'options. Hop. Donc, je vais venir ici. On nous dit en même temps, quand on a créé une charte graphique, on peut la garder pour en créer une autre à partir de ce qui a été fait. Par exemple, on peut changer la typo et les couleurs et se faire une nouvelle charte graphique à partir de la première. Grave, carrément. En fait, ça va, la première sert de template et après, libre à vous de rajouter vos trucs, mais au contraire, en fait, vous allez gagner vachement de temps si vous faites ça. C'est bien de se faire une sorte de template qui sera commun à toutes les chartes graphiques. Comme ça,
c'est hyper rapide à éditer. Et puis après, au cas par cas, il y aura d'autres éléments qui Ouais. seront plus perso. Ouais, mais c'est bien de partir d'un template pour gagner du temps. Ouais. Et puis de toute façon, moi je vous envoie le lien à la fin et puis je pourrai encore le modifier, même quand je vous l'aurai envoyé, vous verrez les modifications. Et je mettrai bien toutes les configs de couleurs et de fonte. Et comme ça, vous aurez déjà presque tout le template et puis après, vous pourrez le copier et vous en servir sur un autre document Figma. Et donc on nous dit on prend du temps au départ, mais on en gagne par la suite. Et c'est exactement ça en fait. C'est exactement ça. Cette étape-là, ça vaut le coup d'y passer vraiment longtemps, d'avoir un document clean, des bons styles, tout est préparé en fait. Et après, c'est juste incroyable le temps qu'on gagne. Oui. Et on nous dit, est-ce que vous avez des sites d'icônes gratuites à conseiller? Alors, ceux que je vous ai montrés sont gratuits, donc Photosum. Il y a aussi, moi je me sers pas mal de Flaticon. Alors là, c'est beaucoup de couleurs, mais il y a vraiment de tout. Ça peut presque partir un peu sur l'illustration, mais il y a vraiment pas mal de choses. C'est plutôt cool. Et puis après, il y en a vraiment un tas. Gigi, t'en as peut-être d'autres? Moi, j'utilise pas mal Noon Project. Ah oui. Où là, c'est de l'icône en noir et blanc, mais il y a vraiment énormément de choses. En fait, c'est une sorte de site open source où plein de designers mettent leur set d'icônes. Donc, il y a vraiment une énorme base de données d'icônes. Ouais. De toute façon, c'est pareil. Avec le Figma, on vous donnera ça, qui est des ressources pour vous aider à trouver et des icônes et aller chercher des couleurs et toutes ces choses-là, des images. Je m'y perds avec mes icônes. Hop. Ok, donc, on va s'en sortir. Donc, 3 éléments ici. Alors, j'en profite pour vous dire que les icônes, en général, on préfère les mettre dans une couleur claire, dans un gris clair, et pas les faire trop ressortir de couleur. Parce que c'est un icône, parce qu'on sait, voilà, on sait à quoi ça sert. Il faut que l'utilisateur le voit, mais ça ne sert à rien qu'il soit trop en avant. Un icône est forcément moins important que l'information qui va avec. Donc là, l'heure est bien plus importante que l'horloge. Donc c'est juste pour accentuer une information, pour clarifier une information. Donc ne pas trop le mettre en avant non plus. Alors, je vais le mettre ici. Un petit peu grand. Ok. Pareil pour celui-ci, je vais le mettre en plus clair. Hop. Je vais le centrer. Et après, je vais vous expliquer un petit truc sur les tailles des icônes. Donc là, par exemple... Attends, on a une petite question. On nous demande si on peut nommer les icônes. Alors... Bah, on peut en faire des composants. Et ouais, voilà. Là, si je fais un composant, ensuite, je l'appelle... Voilà. Donc on peut, d'une manière ou d'une autre. Après, c'est pratique ça quand on exporte par la suite, quand on veut intégrer beaucoup d'icônes, c'est cool de les avoir quand même bien nommées. Une chose, pour les icônes, je vais vous montrer directement sur les slides, ça va être plus parlant. Voilà, alors ici, vous voyez, sur la première ligne d'icônes, il y a, je vous montre mon écran avec mon doigt, ça ne va pas vous aider beaucoup. Il y a plusieurs icônes qui sont, on ne dirait pas comme ça, mais qui sont de la même taille. Et en fait, un icône, en fonction de sa forme, va nous donner l'impression qu'il est plus ou moins gros. Et donc, la bonne pratique, ce n'est pas de mettre les icônes tous à la même taille, mais de visuellement faire en sorte que la taille se ressent. Donc là, par exemple, la pomme fait beaucoup plus grande que la tasse de café. Mais en fait, c'est parce que c'est l'espace blanc autour qui est plus large pour la tasse de café, alors que le carré dans lequel elles sont de la même taille.
Donc, faut faire attention à ça aussi. Encore une fois, c'est de l'harmonie et rien de plus. Donc, à vous de faire attention et d'avoir un petit peu l'œil pour ça. Donc, ici, j'ai mes 3 icônes. Je vais pouvoir mettre les informations à côté et les disposer mieux après, en fonction de la taille du texte. Hop. Donc, ici. Je vais pouvoir mettre mon texte avec ma couleur, donc en foncé. Et en fait, je me rends compte que depuis tout à l'heure, ce que j'utilise en tant que caption, c'est pas assez gras. Donc, je vais pouvoir le modifier ici. Donc, je vais essayer de le mettre en un peu plus gras. Semi-bold, peut-être, ou bold carrément. Hop. Et je vois ici que mon texte ici et ici, qui était en caption, a grossi en même temps. Donc, j'ai ça que je vais essayer d'aligner au mieux. Voilà. Je vais le copier et je vais le mettre ici, si j'y arrive. Je vais reprendre le texte qu'il y avait. Non, j'ai pas envie de sortir de la page. Hop, ça, et je le reprends encore une fois pour le mettre ici. Donc, je l'aligne au mieux. Oups. Celui-là, il a l'air plus bas. Voilà. Ok. Donc, là, j'ai mes 3 éléments de bas de carte et du coup, on a une carte. On pourrait aller encore un peu plus loin dans tout ce qui est très minutieux. Je pense que mes icônes, celui-là par exemple, est pas, est trop près du texte. Hop. Voilà. Et donc maintenant, cette carte-là, je peux sélectionner tout ce qui a été mis dedans et en faire un composant. L'appeler card. Encore une fois, c'est une convention, et la réutiliser comme je veux. Là, on a des icônes qui viennent. Juste, il est quelle heure? Ok, 25. Et on va faire rapidement un bouton. Non, c'est pas ça que je voulais. Puis après, on prendra un peu de temps pour vos questions. Ça ne va pas durer longtemps, je crois. Hop. Donc, mon bouton, pareil, il a des bords arrondis. En général, quand on met des bords arrondis sur un élément, on fait en sorte que partout sur notre site, du coup, tous les éléments rectangles ou carrés aient les mêmes bords arrondis du même nombre de pixels. C'est, encore une fois, de l'harmonie. Hop, on va le mettre en violet. Pardon. Et on va mettre du texte dedans. Et le texte, c'était quoi? Oups. Ok. Donc, mon texte, pour le coup, je vais utiliser mon texte de bouton. On appelle ça aussi le call to action. Il est un peu petit. Je vais pouvoir le mettre en plus gros. Hop. Parce que je vois que c'est un peu juste pour mon élément. Hop, comme ça, par exemple. Pour le coup, il y a un fond qui est d'une couleur très foncée, donc je vais pouvoir mettre mon texte en une couleur plus claire, c'est-à-dire le blanc, pour que ça ressorte vraiment. Ça, en l'occurrence, vous voyez, c'est un élément qui est important
c'est vraiment ce qu'on veut que notre utilisateur fasse sur notre application. Donc il faut que ça ressorte. D'où la couleur violette qui ressort beaucoup et le texte en blanc dessus qui est accentué. Donc pour mon texte, je pousse mon texte jusqu'au bout de mon élément et ensuite je vais le... Ça ne peut pas marcher, ça a bougé. Je vais le centrer. Ah oui, d'accord, toi tu bouges. Hop. Alors, je suis bien parce que j'ai pas appuyé sur mon truc. Hop. Et donc ici, pardon, je vais le centrer. Donc là, on a notre bouton qui a des bords arrondis, qui est violet et qui n'a pas d'ombrage. Ça, je ne vais pas les faire mais, parce qu'on ne va pas avoir le temps, mais c'est assez important. Enfin, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus et qui est pas mal du tout. C'est pour des éléments comme ça de catégories, de propriétés, des espèces de petits tags un peu dont on a besoin sur notre site. Ce qui est très bien de faire, c'est d'utiliser les mêmes teintes de couleurs, donc une claire et une foncée, et de mettre le fond en clair ou en foncé, généralement en clair, et le texte dessus de la même teinte mais en plus foncé. Et en fait, ça fait ressortir le texte et en même temps, c'est beaucoup plus harmonieux que de le mettre en noir ou en blanc par-dessus. Donc ça, c'est une bonne pratique, c'est plutôt cool de faire ça. Le garder en tête, surtout que c'est très simple à faire. Je regarde où on en est et puis après, je vous laisse un peu de temps pour les questions. Alors, oui, aussi, vous pouvez aussi très simplement, si vous ne voulez pas vous embêter ou moins vous embêter à faire de composants, vous pouvez aussi trouver des kits gratuitement que vous pourrez utiliser. Après, ça peut être pratique au début. Le risque, c'est que plusieurs personnes peuvent avoir le même, du coup. Mais bon, ça peut être utile, ça peut aussi être de l'inspiration. À vous de voir comment vous vous en servez. Et pour finir, alors j'en ai pas parlé jusqu'ici, mais une astuce qui est beaucoup utilisée en design et qui sert énormément, c'est le multiple de 8. Donc en fait, c'est quoi le multiple de 8? C'est quand on voit qu'un de nos éléments ou la taille de notre texte ou quoi que ce soit n'est pas assez grande ou est trop grande, au lieu de faire des tests de tiens, je vais diminuer aléatoirement pour voir, enfin je vais diminuer la taille pour voir ce que ça donne, mais bon, je suis pas trop sûre, je fais ça un peu au pif. Ce qui est cool, la bonne pratique, c'est d'utiliser le multiple de 8. Donc toujours d'agrandir de 8 pixels ou de moins 8 pixels. Pourquoi? Parce que en fait, ça pourrait être autre chose, ça pourrait être 5, ça pourrait être 10, 8, parce que ça se voit quand même assez et c'est pas non plus trop grand. Donc il y a plein de raisons pourquoi 8, mais en gros c'est ça, c'est assez satisfaisant à l'œil de voir 8 pixels, on le voit, mais ça fait pas une différence énorme. Gigi, tu as peut-être des choses à rajouter là-dessus, toi qui l'as peut-être plus utilisé cette technique. Ouais, je dirais que c'est hyper pratique, ça évite de se poser des questions. Du coup, on peut se fier un peu à l'aveugle à ce ratio de 8. Et effectivement, il crée des rapports d'échelle qui sont en fait visuellement qui marchent en fait, tout simplement. Donc ça peut être un guide parce que des fois on peut avoir tendance à pinailler au pixel, à plus trop savoir est-ce qu'un pixel au-dessus ou en dessous c'est bien ou pas. Donc dans le doute, vous pouvez vous fier à ça un peu à l'aveugle. Et du coup, pour rajouter aussi sur Figma, vous pouvez faire, là par exemple sur cette page-là, vous pouvez ajouter des grilles, ce qu'on appelle des grilles. Et en fait, à vous de décider comment vous l'utilisez. Et en fait, alors on peut mettre d'autres choses que des grilles, ouais, c'est ça. Des colonnes, c'est plus simple. Et en fait, ça va vous servir à disposer vos éléments, à bien les aligner. Et c'est comme ça qu'on crée une page. C'est vraiment en colonnes. En fait, on utilise toujours des colonnes et
et des rows, comment ça se traduit? Des lignes. Ouais. Ouais, des lignes, des rangées. Ouais. Pour pouvoir avoir un quadrillage au fond de notre page. Soit on l'a en tête, soit on peut l'afficher pour s'aider. Et ça nous permet de vraiment aligner nos éléments. Et là, on peut choisir le nombre de colonnes qu'on veut, 8 ou en général, c'est 12. C'est beaucoup, 12, ça dépend. Et puis, je peux choisir la marge sur les côtés pour pas forcément que ça prenne, ça aille jusqu'au bord de mon écran. Et puis ensuite, il suffit que j'aille chercher mon composant, je le mets dessus et en l'ayant transparent. Et ensuite, hop, je peux l'aligner avec ces colonnes-là. Donc très pratique. C'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Et puis c'est quelque chose qui sera utilisé en plus dans la vraie vie, dans le développement du site après, quoi. Donc ouais. Ça fera gagner un temps au développeur qui sait que ok, bah ça fait 2, 3, 4, 5 colonnes. Exactement. Donc voilà pour cette partie-là. Donc n'oubliez pas que comme vous l'avez sûrement bien compris maintenant, c'est très cool de prendre le temps de configurer, prendre le temps de faire une charte graphique, prendre le temps de chercher l'inspiration qui est cohérente pour ce que vous voulez faire, parce que après c'est un gain de temps, parce que c'est par ça qu'il faut commencer et que c'est important de commencer par ça. C'est risqué et maladroit de commencer à directement faire des composants, directement, même directement coder si vous êtes développeur, sans être passé par cette partie-là, parce que ça va forcément manquer d'harmonie au bout d'un moment, ou alors vous faire perdre du temps. Les deux, ou un des deux. Et on a une question de Anne qui nous dit est-ce qu'on peut exporter tout ça en CSS? Donc peut-être tu peux montrer le panneau code. Ouais, alors vous plus pouvez, ou moins arriver à ça. Ouais. Hop, par exemple, si je prends ce composant là, j'ai le code qui va avec, à l'intérieur, j'ai les éléments aussi. Pareil, quand vous commencez votre site, ou même, je pense que vous pouvez le faire sur des choses comme, si vous voulez importer du design sur WordPress ou des choses comme ça, vous pouvez rajouter du style. Et de même, en fait, quand on commence à faire le design d'un site, on ne commence pas par tout de suite coder les composants. On commence par faire des fichiers de config où on met nos couleurs, où on met nos typos et toutes ces choses-là. Et ensuite, on peut l'utiliser raisonnablement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'arrive mon partage. Alors, je vais vous mettre le lien du Figma avec les ressources dans le chat. Et puis, après, vous verrez qu'il y aura quelques modifications qui sont faites parce que je vais cleaner un peu ça. Mais je vous l'envoie au moins tant que vous êtes là. Alors, on a 2 nouvelles questions. On nous dit quelles sont tes méthodes pour prendre en compte l'accessibilité dans le design? C'est-à-dire je pense que la personne peut parler, enlever son micro et parler. Oui, à la limite, ouais. Ce sera plus simple, Louise, si tu veux. Non, peut-être pas. Peut-être que ça marche pas. Attends. J'ai démuté pour voir. Peut-être qu'il n'y a pas de micro. Alors, pour prendre en compte l'accessibilité dans votre design. Je pense que c'est tout ce qui est peut-être critères de lisibilité, donc faire bien attention à avoir des choses qui se lisent bien pour les personnes peut-être déficientes ou qui ont qui verraient moins bien, malvoyantes. Tu vois, de ne pas avoir un typo trop clair sur un fond trop clair, de garder des contrastes suffisants, quoi. Voilà, elle entend contraste de couleurs, etc. Ouais, après, il y a pas mal de... On peut se renseigner là-dessus. Comment faire attention? En fait, aussi tout bêtement, parce qu'on est humain et qu'on voit bien... je suis envoyé le lien. Parce qu'on voit, nous, on arrive à voir ce que ça donne. Après, c'est aussi justement, quand je vous montrais les slides tout à l'heure, il y a on fait un user flow, on fait un wireframe, on fait un prototype et ensuite
Un mock-up, pardon. Un mock-up, ouais. Et bah, c'est là aussi que en faisant tester votre app, vous verrez si les gens trouvent facilement les informations ou pas, s'ils les voient, s'ils passent à côté, ou si vraiment ils font ah tiens cool, cette information elle ressort, je la vois. Et c'est ça qu'on teste en fait. Et c'est un design qu'on teste, c'est une expérience utilisateur, c'est aussi le design. Et après on adapte et puis bah voilà, il nous faut des retours, il faut qu'on montre à d'autres gens, il faut que nous aussi on ait l'œil, enfin qu'on prenne un peu de recul sur ce qu'on est en train de faire et qu'on voit. Après, il y a toujours des bonnes pratiques, il y a toujours des conventions qu'on trouve un peu partout sur Internet. Il y a plein d'articles là-dessus, se renseigner et puis faire de son mieux, quoi. Mais après, il y a aussi, j'ai mis un lien là, vers un site qui te permet de tester tes contrastes et de vérifier si tu passes les tests en gros Ouais, d'accessibilité. il y a pas mal d'outils. Ça, c'est important parce que je crois que même si tu as des contrastes trop faibles, tu peux être pénalisé par Google. En tout cas, il te le Ah, met en warning. mm. Donc ça peut être bien, s'il y a des doutes, de valider qu'on passe bien les tests de contraste et éventuellement de modifier un petit peu, d'affiner un peu ces contrastes pour tous les passer, quoi. Yes. Je rajouterais même, alors je vais vous envoyer un, site, enfin le lien d'un site. Ils ont aussi un livre, c'est Refactoring UI, qui est vraiment très cool et pour beaucoup de designers, c'est un peu la Bible. C'est pas très vieux et c'est des bonnes pratiques, c'est comment faire, c'est aussi un cadre de travail un peu en design pour pas trop s'éparpiller. Il y a beaucoup de choses très intéressantes, donc je vous ai envoyé le lien à vous de jeter un coup d'œil. C'est fait par deux mecs, il y a leur nom sur le site et sur Twitter, ils mettent beaucoup de choses aussi qui sont intéressantes, donc n'hésitez pas à les suivre. On avait d'autres questions aussi. Euh, alors on nous dit une fois que le design est créé, c'est à ce moment-là qu'on passe à l'UX. Alors du coup, non, c'est plutôt l'inverse. Je sais pas si tu veux en parler. Vas-y, si. Alors du coup, en fait, l'UX, ça va être plutôt en amont. On commence à connaître nos utilisateurs, à connaître leurs habitudes, à savoir qu'est-ce qu'ils recherchent, comment on va les amener vers ça. Et en fait, c'est toute cette étape-là qui va nous amener vers les wireframes. Et une fois qu'on a validé ça, et dans l'idéal qu'on l'a fait tester et qu'on voit que ça marche, c'est à ce moment-là qu'on arrive au design et qu'on habille finalement tous nos squelettes de wireframe et du X. Yes. Et après, ça reste un process continu de toute façon. Une fois que tu as mis en ligne ou que tu as fait ton design, tu continues à tester et à affiner un peu ta connaissance des utilisateurs, quoi. Oui, c'est pas un travail d'un jour, le Voilà, design, ça se fait au fur et à mesure. Et puis ça se fait aussi parce que si on a fait un design pour un site en 2010, bah, en 2020, il n'a pas la même tête et il faut qu'il soit mis à jour, quoi. Faut que ça reste dans l'air du temps, on va dire. c'est ça. On nous demande aussi, est-ce qu'on peut exporter en PDF ce que tu as fait pour l'envoyer à quelqu'un, par exemple? Euh, J'ai jamais alors, utilisé ce Figma. je pense qu'il y a dans les options d'export, peut-être qu'on peut faire du PDF. Sinon, tout simplement lui envoyer le lien du Figma qui reste accessible à tout le monde, je pense. Ouais, alors je l'ai envoyé d'ailleurs le lien du Figma. Ce serait cool de me dire si vous avez bien accès. Ah ouais, si, export frame to PDF. Ouais, bah ça a l'air d'être bon. Moi, je vois du monde Ouais. sur le Figma. Okay. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Est-ce qu'il existe des outils d'aide à la création de logos? Bonne question. Sûrement. Je sais pas. Moi, j'aurais tendance ouais, à partir, tout simplement en fait, même un logiciel comme Figma, ça marche, hein. C'est des formes vectorielles. Et puis de la typo, même si c'est pas le plus adapté, genre Illustrator est un peu mieux. Après, ce que tu peux faire, c'est récupérer des petits bouts d'icônes, des petites choses sur des sites comme Flaticon notamment, quoi. Après, je pense qu'il doit y avoir des outils Mais pour aider. Et puis ouais, après, je bah, pense même des générateurs ou des choses comme ça doit exister. Mais le top du top, c'est d'avoir quelqu'un pour nous le faire. ouais. Quelqu'un qui est vraiment spécialisé, quoi. D'autres questions? Ah oui, ok. Il y a OD qui nous disait Canva pour la création de logos. Je n'ai jamais utilisé, mais Ah oui, ça ne il y en a m'étonnerait pas, aussi. ouais. Ouais, il y en a aussi. Si une photo est libre de droit, on peut vraiment l'utiliser sur un site e-commerce gratuitement.
Oui. Ouais, ouais. Euh, Si, ouais, ouais, elles sont libres de droit sur Unsplash. En plus, c'est des très belles photos. Et oui, c'est le but. C'est une bibliothèque d'images gratuite, une banque d'images gratuite. Donc, l'utiliser comme vous voulez et gratuitement. Et c'est très cool. Profitez-en, parce que c'est vraiment pratique. Ouais, carrément. Parce que tout le monde n'a pas forcément ces photos, en fait. Ça coûte cher aussi de faire des photos. Faut aussi, si on ne sous-traite pas, il faut le faire par soi-même. Ça peut être compliqué ou de un peu moins bonne qualité. Et ça peut toujours être utile, même pour des fonds, des trucs comme ça. Après, on nous dit avec un lien vers l'auteur. Alors même, bah, je pense pas, si elles sont libres de droit, il n'y a même pas Ils sont ce... libres de droit. Je me demande s'ils ils disent pas, genre, vous avez le droit de mettre le nom de l'auteur. à vérifier. Ouais, ça dépend Je crois que ça bah, dépend du des trucs. copyright. Ouais, Parce que tu as mais des on peut le trucs mettre. Creative Commons ou des choses comme ça où là, il faut mentionner le nom de la personne. Hmm. Mais non, bah là, par exemple, j'en ai téléchargé une et ils disent rien. Après, voilà, ils écrivent. C'est apprécié de mettre aussi qui a fait la photo en copiant le texte en dessous et ça vous met. Alors là, je vais vous le copier et je vais vous le mettre dans le chat pour vous montrer. Voilà, en gros, mettre que la photo vient de cette personne-là sur Unsplash. Donc vous pouvez le mettre, c'est libre à vous de le mettre, c'est pas obligatoire, mais voilà, ils mettent que c'est appréciable. Bon, je crois qu'il n'y a plus trop de questions. On va pouvoir vous laisser tranquille.